Amis internautes et téléspectateurs fidèles à EMTV, NSUP Media TV, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission L'Auditoire. Une émission bien sûr qui est 100% entrepreneuriat, qui reçoit des entrepreneurs. Et cette fois-ci, je compte 3 invités, à savoir Madame Siga Ndiaye. Madame Siga, bonjour. Également à ses côtés, j'ai Madame Aminata Dominique Diouf. Madame Aminata, bonjour. Bonjour. Et en face d'elle, enfin, j'ai Mademoiselle Yaïdjor Meng. Mademoiselle Yaïdjor, bonjour. Bonjour. On est relativement au mois de mars, le mois de la femme, parce que comme on dit généralement, une journée ne suffit pas pour célébrer vos chanter vos louanges, ou bien pour vous attribuer vos droits. Donc nous sommes bien sûr dans le contexte. Elles sont très belles, elles sont des femmes battantes, des entrepreneurs. Et comme on dit, quand on dit entrepreneur, bien sûr, on vous invite sur le plateau pour partager avec nous votre expérience. Alors vous, Madame Aminata Dominique, vous êtes immigrée parce que vous avez fait vos études au Canada. Et vous voilà à la case départ du moins pour investir pour votre pays de retour. Donc vous avez sûrement eu un parcours riche. Déjà, vous êtes la directrice générale du domaine agricole de NEMA. Donc quel a été votre parcours avant d'être entrepreneur? Tout d'abord, je vous dis bonjour. Mon parcours a surtout commencé, je vais retourner un peu, peut-être 10 ans en arrière. Un jour, je suis tombée sur un reportage qui était intitulé c'était sur le capitaine Thomas Sankara. Il avait dit une phrase qui m'avait vraiment... à l'époque, je ne comprenais pas vraiment cette phrase. C'est « Contrôlons ce que nous mangeons au lieu d'exporter ». C'est normal que la personne qui vous donne à manger vous dicte ses lois. À l'époque, j'étais très jeune, j'étais en classe de seconde. Je n'avais pas vraiment compris ce que le capitaine Thomas Sankara avait dit. Mais petit à petit, je lisais des livres sur lui. En regardant le reportage, je suis qu'il parlait de l'agriculture. Parce que si aujourd'hui en Afrique, on ne parvient pas à se développer, c'est parce qu'on n'investit pas dans l'agriculture. Parce qu'un pays qui ne parvient pas à avoir une souveraineté alimentaire, on n'est pas indépendant. Ça, il faut qu'on le dise. L'Afrique n'est pas indépendante, surtout en Afrique francophone. On n'est pas indépendant et on dépend toujours de la France. Ça, c'est une réalité. Il faut que les jeunes pensent que... Alors, quand je vois tous les 4 avril qu'on célèbre la fête de l'indépendance, réellement, on n'est pas indépendant parce qu'on a toujours besoin de l'aide extérieure pour nous nourrir. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. C'est pourquoi j'ai décidé, plus tard, d'aller faire des études en agronomie. Et c'est là, arrivé en classe de terminale, une fois, j'ai dit à mon père, voilà moi ce que je veux, c'est qu'une fois que j'aurai mon baccalauréat, c'est d'aller faire mes études en agronomie au Canada. Soit en Amérique du Nord ou au Canada, mais pas en Europe, parce que l'Europe, ça ne me tentait pas beaucoup. Alors avant ça, je suis allée d'abord apprendre l'anglais, parce que l'anglais c'est la langue du business, parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, si tu n'apprends pas l'anglais, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas percer. Alors en 2009, quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis allée aux États-Unis pendant 1 an pour apprendre l'anglais. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient non, tu perds ton temps. J'ai dit je ne perds pas mon temps parce que je sais les résultats d'ici 20 ans, d'ici 10 ans ou 20 ans. Alors je suis allée aux États-Unis, j'ai fait 1 an d'apprentissage de l'anglais et après je suis allée au Canada. Mais avant d'aller au Canada, je me suis inscrite dans une école qui était spécialisée pour les enfants d'agriculteurs. Parce qu'au Canada, ils ont des écoles uniquement réservées pour des enfants d'agriculteurs seulement. Alors, quand je me suis inscrite, ils m'ont demandé mes notes que j'avais en seconde, première et en terminale. Et quand je les ai envoyé mes notes, ils m'ont envoyé une lettre en me disant que la francophonie vous donne une bourse de $7 000 à cause des résultats que vous avez reçus. Ça veut dire que pendant les 3 années, mon père n'a pas payé les études, mais c'est la francophonie qui a payé les études parce que tous les 4 mois, je devais payer $7 000. Alors imaginez ça alors que le programme c'était de 3 ans. C'est quelque chose d'énorme, $7 000. Donc pendant les 3 ans, j'ai étudié là-bas. Et quand j'ai terminé, je suis revenue au Sénégal pour transformer la ferme de mon père, pour que ça devienne une ferme moderne.
Ça veut dire qu'il soit équivalent aux fermes que j'ai vues en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, quand je suis rentrée en 2014, c'est ce que j'ai fait. Mais avant, je suis allée dans des villages, comme le village que je trouve à Québec. J'ai discuté avec le maire, j'ai discuté avec le chef du village pour lui expliquer, voilà, moi j'ai un programme que je veux faire au Sénégal. Mais avant de le faire, je suis allée voir des partenaires à l'extérieur pour leur dire, moi je suis prêt à investir. Mais avec mon expérience que j'ai eue au Canada, les partenaires ont eu plus confiance, les Européens ont eu plus confiance pour donner, pour acheter les produits. Et ça a beaucoup joué. Nous, on a discuté avec les villageois. Et c'est sûr que tout de suite, ils ne vont pas vous faire confiance parce qu'il faut montrer des images. Alors moi, je suis venue, je leur ai dit, voilà ce qu'on fait en Occident. Ça, c'est de l'agriculture. Il y avait des gens qui étaient même émerveillés pour dire, mais pourquoi nos chefs d'État ne le font pas en Afrique? Je leur ai dit, moi, je ne rentrerai pas dans ce sujet. Mais moi, je parle au nom de Aminata Dominique Boub, mon entreprise que j'ai envie de faire dans le village de Québec, parce que je sais que dans ce village-là, il y a un réel problème parce que tous les jeunes sont à Dakar. Alors qu'à Dakar, il n'y a pas de travail. Les terres sont à perte de vue quand vous sortez hors de Dakar, hors de Thiès. On dit au Sénégal, il n'y a pas de travail, mais il y a du travail. Alors je me suis lancée là-dedans, on a commencé à travailler et aujourd'hui, il y a de bons résultats, il y a des jeunes qui n'avaient jamais de leur vie touché d'ordinateur, qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont jamais utilisé des systèmes d'irrigation, mais aujourd'hui, si vous leur dites nous devons 15 hectares, ils sont capables de le faire par rapport aux étudiants qui sont à l'université de Cheikh Anta Diop, qui sont en master 2. Ils ne peuvent pas le faire. Mais le jeune qui est là-bas, qui n'est pas allé à l'école, qui ne parle pas le français, ils peuvent te faire irriguer 15 hectares. C'est pourquoi encore des jeunes viennent dans mon entreprise. Ils me posent leur CV sur la table, je prends et je mets ça à côté. Je leur dis, la ferme ici, c'est une ferme anglophone, ce n'est pas une ferme francophone. Moi, c'est la pratique que je connais. Dis-moi, est-ce que tu peux irriguer 15 hectares? Si tu dis, même si tu as un master 2, je te dis, est-ce que la pratique, tu sais le faire? Si tu ne peux pas, dis carrément, tu ne peux pas. Si tu veux, tu dis, ben, je suis venu pour apprendre. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des jeunes là-bas qui ne sont pas encore allés à l'école, ils ont des salaires de 400 000 francs CFA. Alors moi, je crois plus à la pratique qu'à la théorie. Parce que le plus souvent, je dis que le diplôme, là, ça ne signifie rien. C'est juste du papier qu'on vous donne. Mais après, sur le terrain, vous ne savez absolument rien faire. Alors finalement, vous n'êtes pas utile. Donc c'est ce que j'ai fait. Et quand les villageois ont vu la première année, ça a été extraordinaire. Je me rappelais la première année qu'on l'a fait, on a fait plus de 3 millions de tonnes de pastèques. La première année. Et à un moment donné, les pastèques, on offrait ça aux villageois parce qu'on en avait trop. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ben, c'est très intéressant. Si vous voulez encore de terre, les villageois ont décidé de vous donner en plus. Aujourd'hui, j'ai à peu près 300 hectares. Et on le cultive. Et à côté, on fait de l'apiculture. Et aussi, je fais la mangue. On va dire 80% de la production est dédiée à l'exportation. Voilà, c'est à peu près ce que je fais. Mais nous comptons aussi, d'ici 2020, on est en 2020 de toute façon, d'ouvrir notre première unité de transformation de la mangue au Sénégal. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de pertes de mangue au Sénégal. Le Sénégal perd à peu près chaque année plus de 100 000 tonnes de mangue sont pourries au Sénégal. Mais il n'y a pas de solution avec. Alors que c'est intéressant de le transformer. Et je profite de l'occasion pour interpeller les jeunes de se lancer dans l'agriculture, parce que d'ici 10 ans, si les jeunes ne se lancent pas dans l'agriculture, c'est les jeunes Européens qui le feront, qui vont quitter l'Europe, l'Amérique, l'Asie pour venir cultiver nos terres. Et ce qui va se passer, nous, les Sénégalais qui ne feront pas, on sera locataires dans notre pays.
Alors, en tout cas, c'est un riche parcours qui n'a pas certes été facile, mais quand même qui a porté ses fruits. Nous y reviendrons tout à l'heure, Madame Aminata. Alors, à côté de vous, nous avons Sigayaï qui est une étudiante. Vous n'avez pas attendu l'obtention déjà de vos diplômes pour être autonome, en fait. Vous êtes créatrice de la marque Sissi Choose, donc vous aussi, est-ce que vos débuts étaient faciles? Bonjour, déjà tous et à toutes, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Donc non, je pense que comme tout entrepreneur, tout début n'est pas difficile, ce n'est pas facile plutôt, parce qu'on commence, on se lance dans une aventure où on ne connaît pas exactement l'aboutissement de nos investissements, où on ne connaît pas les risques et on ne connaît pas le marché, on ne connaît rien du tout. On est juste là avec notre ambition, notre envie de bien faire, notre envie de dépasser nos limites, c'est ce qui nous pousse en fait à entreprendre. Mais effectivement, ça n'a pas du tout été facile pour moi parce que voilà, je suis sortie en tant qu'étudiante et j'ai commencé l'entrepreneuriat je pourrais dire par curiosité, même si j'ai eu à avoir cette fibre entrepreneuriale depuis très longtemps, je pense depuis en 2015, lorsque j'ai participé à des compétitions ici au niveau de l'école, qui m'ont fait aimer l'entrepreneuriat, qui m'ont montré que l'entrepreneuriat était la bonne voie, en tout cas en Afrique, pour s'en sortir. Et qu'il ne fallait pas, on a une population très jeune et et nous sommes vraiment très nombreux. L'État du Sénégal ne peuvent pas en fait subvenir aux besoins des populations en termes d'emploi. Donc je pense qu'une des solutions, en tout cas l'une des solutions, c'est d'entreprendre, essayer d'en créer pour ensuite régler une problématique qui est le chômage, c'est-à-dire employer d'autres jeunes qui sont là et qui veulent trouver une voie, mais qui ne parviennent pas à le faire. Donc c'est un risque qu'on prend. Tout le monde sait que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de risques à prendre, mais voilà, on s'est lancé parce qu'on aime le challenge, on aime se lancer des défis et voilà, ça a été une belle expérience jusque-là. D'accord. Tout à l'heure, j'ai dit que vous êtes la créatrice de la marque Sissi Choose. À côté de cela aussi, on voit que vous êtes animatrice de l'émission K-Job. Vous êtes aussi passée vous avez été aussi organisatrice, l'une des organisatrices ou présentatrice du concours Voix des jeunes interuniversitaires. Donc, est-ce que tout cela est venu naturellement? Oui, je peux le dire d'une part que c'est venu naturellement parce que c'est comme je l'ai dit, j'ai été... en tout cas, ce n'est pas inné, c'est quelque chose que j'ai eu depuis 2015 à travers des compétitions interuniversitaires, comme je viens de le dire. Et c'est ça qui a fait en fait que j'ai toujours aimé entreprendre, j'ai toujours aimé prendre des risques et faire des choses qui n'étaient pas d'emblée faciles pour moi, mais j'aime bien tenter le tout. Et c'est ce qui m'a poussée à devenir la présentatrice de l'émission K-Job. C'est un groupe de jeunes. Et quand ils m'ont contactée pour faire la présentation de leur émission, j'ai été séduite parce que c'est important aujourd'hui de montrer des entrepreneurs qui sont ici au Sénégal et qui n'ont pas forcément les mêmes chances que les entrepreneurs qui sont connus parce qu'ils ont un problème pour se faire connaître, un problème de communication, mais aussi on ne prend pas forcément au sérieux ce qu'ils font. Donc c'était pour moi aussi une belle expérience. Et je me suis dit que j'allais participer à cette émission en tant que présentatrice pour montrer au Sénégal qu'il y a des jeunes entrepreneurs engagés, dynamiques, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se faire voir ou de se faire connaître. Donc c'est c'est le concept qui m'a séduit. Pour la compétition Voix des jeunes, j'ai été participante à NSUP, j'ai défendu les couleurs de l'école en 2016 lors de la compétition. Et après la compétition, ils m'ont contacté pour faire la présentation, mais en format télé-réalité, c'est-à-dire tout ce qui est bootcamp, tout ce qui est activité extra-plateau. Donc c'était l'occasion aussi pour moi de faire une autre belle expérience et de revivre Voix des jeunes d'une autre manière. Parce que j'avoue que la première année de notre participation, elle n'a pas été aussi intense qu'en 2018. C'était beaucoup plus intense, il y avait beaucoup de choses à faire et c'était pour moi un moyen aussi d'apprentissage. Parce que comme je le dis tout le temps, je suis une éternelle personne qui est toujours là pour apprendre. Tout ce que je veux, c'est apprendre du jour au jour, essayer de vraiment aller de l'avant, d'apprendre à travers les gens. Et c'était aussi une belle expérience humaine surtout,
Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à intégrer aussi Voix des jeunes. Ce n'est pas facile d'allier tout cela et vouloir avoir une vie normale d'une personne normale. Mais je me dis que voilà, il faut vraiment faire le maximum tant qu'on est jeune. Parce que voilà, après on ne pourra pas, ni la force, ni les exigences de la société nous permettront de les réaliser comme on le veut. Donc il faut commencer jeune si on a l'opportunité et l'occasion de s'y mettre tôt. D'accord. Tout à l'heure, vous avez souligné un point très important, Siga, à savoir l'accompagnement. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes, surtout les porteurs de projets, échouent dans ce qu'ils font parce que tout simplement, ils ne sont pas accompagnés. Donc, pensez-vous que les centres d'incubation ont un rôle qui peut sauver, j'ai envie de dire, cette situation qui s'aggrave en fait? Exactement. Moi, je pense qu'il y a un potentiel énorme qui est là. Après, je ne dirais pas que l'État n'a pas mis des dispositifs. Peut-être que oui, mais est-ce qu'elles sont performantes? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu trop sélectives pour certaines personnes? C'est des questions qu'on va se poser. Après, moi, je me dis qu'il faut commencer. L'essentiel, c'est de commencer. Il y a un problème d'accompagnement, je suis parfaitement d'accord, parce qu'il y a des jeunes qui sortent fraîchement de l'université, qui veulent entreprendre, mais qui n'ont jamais entendu parler de l'entrepreneuriat, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas quels sont les risques, qui ne savent pas quelles sont les voies et moyens pour y parvenir, et c'est compliqué. Dans ce sens-là, c'est compliqué parce que moi, je pense que le processus d'un entrepreneur qui ne s'y connaît pas, c'est un accompagnement déjà technique qu'il doit avoir et connaître les bases de l'entrepreneuriat, comment on doit entreprendre, quelles sont les étapes à franchir. Ceci, si quelqu'un ne le sait pas, c'est problématique. Parfois, on voit des entrepreneurs qui n'ont pas fait l'école, mais qui réussissent à entreprendre. C'est parce que dans leur tête, ils ont déjà le canevas qui leur permet d'entreprendre. Ce n'est pas un problème de faire les bons ou pas. Moi, je pense qu'il faut un accompagnement, comme tu l'as si bien dit. Parce que vous voyez que, par exemple, je prends les entrepreneurs qui n'ont pas fait des écoles, qui sont mes parents, les bol qui réussissent très bien. C'est parce que dès le bas âge, on les accompagne. Parce qu'ils viennent dans les boutiques de leur père, le grand frère, du papa, etc. pour apprendre. Tout ça, c'est l'apprentissage qui te permet après de pouvoir investir et de pouvoir gérer. Mais s'il n'y a pas cet accompagnement technique derrière, ça pose un problème. Il y a aussi le problème des fiscs, les taxes et impôts qui sont là face aux entrepreneurs. Et ça qui fait que 3 ans, la majorité des entrepreneurs ici au Sénégal, après 3 ans, ils ferment leur entreprise parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Parce qu'il y a un problème déjà de gestion. Ils ne savent pas gérer, on leur donne de l'argent, un prêt, ils doivent payer chaque fin du mois, et que derrière, ils ne savent pas comment faire fructifier cet argent. Et si après, il y a les impôts et les taxes derrière qui viennent, c'est des gens qui deviennent fous à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas été préparés à tout cela, à la gestion d'une entreprise. Et ça, c'est des prérequis qu'un entrepreneur doit avoir avant de vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes ne tiennent pas vraiment leur entreprise. C'est dommage parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une alternative, c'est une seconde alternative aux problématiques qui sont ici liées à l'emploi. Parce qu'il y a une population jeune, active qui est là, mais qui ne peuvent pas avoir un travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, que des jeunes comme eux entreprennent et les emplois, c'est quelque chose qui va freiner un peu le gap qu'il y a au niveau du taux de chômage au Sénégal. Maintenant, c'est dommage. Il faut qu'on essaye de voir à travers, comme vous l'avez dit, des incubateurs, mais qui ne sont pas juste des incubateurs classiques, des incubateurs qui viennent avec un plus-value qui va permettre aux étudiants, aux groupements de femmes même, de pouvoir gérer des projets, parce que nous le savons aussi, les femmes, on en profite parce qu'on est au mois de mars, au Brabham. C'est des piliers de développement au Sénégal, nous le savons tous, c'est des chefs de famille, des veuves c'est elles qui entretiennent les maisons. Donc aujourd'hui, même au-delà de briser certaines choses, ne pas juste aller dans des formes d'incubateurs classiques, il serait bien de les intégrer et de pouvoir leur donner les outils nécessaires qui leur permettent aujourd'hui, à travers leur groupement, de faire quelque chose d'extraordinaire et d'être en partenariat avec des
des personnes comme Madame l'a si bien dit, parce qu'on aura forcément besoin, avec le travail remarquable qu'elle fait au niveau de l'agriculture, nous aurons forcément besoin de main-d'œuvre pour la transformation, etc. Aujourd'hui, ces gens de femmes, si elles aussi, elles ont le bagage nécessaire ou les études nécessaires qui leur permettent de gérer une entreprise, elles peuvent être en partenariat parallèlement avec des entrepreneurs comme ça. Et ce sera ce travail à la chaîne-là. Et voilà, ce sera une valeur ajoutée à l'économie du pays. Donc, il va falloir un peu plus pousser vraiment les réflexions dans ce sens-là. En tout cas, vous l'avez posé tout à l'heure une question qui est très fondamentale, à savoir est-ce que ces centres d'incubation sont performants? Parce que en fait, il y en a qui s'intéressent en fait à un projet qui est déjà bien ficelé, alors qu'il y a des étapes de la création de l'idée de projet déjà, à la création, la formalisation, avant de songer au financement. Alors en face de vous, nous avons aujourd'hui une femme qui est passionnée par l'entrepreneuriat social, quand même qui fait des réalisations, à savoir Madame Yayor Mbengue. Alors vous êtes entrepreneur, surtout au niveau social. Et récemment, on a appris que vous êtes aussi créatrice de la marque Dior Endo. Donc comment était votre début? Bonjour, je me nomme Yayor Mbengue, présidente de l'association Dior Events, qui est dans le social, qui a vu le jour le 11 juillet 2016. Et depuis ce jour, on a fait pas mal d'activités au niveau de notre pays, le Sénégal. Et récemment, on a sorti un produit qui se nomme Dior Endo, Dior comme mon nom et Do comme Dominique, ma grande sœur, et qui est un produit de masque capillaire qui stimule la croissance des cheveux. D'accord. Alors par rapport au début, surtout sur le côté cursus universitaire, mais aussi sur le côté, parce qu'avant d'être entrepreneur, beaucoup de gens passent de l'étape entre employé pour être employeur vendeur de rêves finalement. Donc avec vous, ça a été le cas? Oui, parce que je suis étudiante à l'université Cheikh Anta Diop, je fais l'anglais. Et pendant les vacances, je travaille pour certaines entreprises, pour citer Vodou, PNL, pour ne citer que cela. D'accord. Et maintenant, jusque-là, quelles sont les activités, surtout au côté social, que vous avez déjà eu à mener? Wow, il y en a en pagaille. Pour dire la vérité, on a fait, pour l'année 2019, au mois de mars, nous étions au village SOS Enfants. Là, on était en partenariat avec l'association sociale United Project One, dont Ibrahima Alinga est le président. Et on est allé à Thiès pour faire là-bas pas mal d'activités, dans les pouponnières, dans les daras, dans les hôpitaux. Au mois de Ramadan aussi, on a fait aussi des activités. On était en partenariat avec Adiba Music, avec United Project One et à Djurbel. Il y a plusieurs activités qu'on a menées, voilà, avec le Dior Events. Donc on espère que l'objectif a été atteint, vous avez impacté beaucoup de personnes. Oui, pour dire vrai, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient fascinés par le travail que nous faisons par rapport au social. Voilà. D'accord. Alors, Madame Aminata Dominique Diouf, vous, tout à l'heure, Sidiaga a parlé d'un point très important, surtout du côté partenariat. Donc, vous aussi, quelles sont vos réalisations jusqu'à Bon, dans le partenariat, on a eu 2 partenaires. Il y a un, c'est un Espagnol, et en 2020, c'est un Hollandais. Bon, quand on travaille dans ce partenariat, il y a des règles. Ça veut dire qu'on fait un contrat, on fait des conventions pour que chacun puisse respecter ses tâches, ce qu'il doit faire. Et il y a des résultats qu'on doit avoir à la fin de l'année, ou bien d'ici 5 ans, ou bien d'ici 10 ans. Et on ne parle pas de type de partenariat qu'on fait, c'est le partenariat qu'on appelle gagnant-gagnant. Ça veut dire tout le monde gagne. Si on gagne ensemble, si on coule ensemble. C'est comme ça que ça se fait le partenariat. Et aussi, on fait aussi du RSE. Ça veut dire la responsabilité sociétale de l'entreprise dans les femmes. Et dans les villages aussi. Il y a, par exemple, si je prends l'exemple à Kibik, c'est un village où il n'y a pas de maternité. On a construit une maternité. Dans le village de Viviane, par exemple, dans la ferme ou sur les plantations de mangue, vers la frontière gambienne, on construit aussi des postes de santé.
On construit des mosquées. C'est ce que demande la population. Et aussi, on fait aussi, par exemple, cette année, j'avais amené, par exemple, Corps Africa. C'est l'équivalent de Corps de la paix maintenant en Afrique. Parce qu'avec le Corps de la paix, ils ont dit qu'il n'est plus question que les Américains viennent et construire en Afrique. Il faut que ça soit fait par les Africains eux-mêmes. C'est pourquoi le Corps africain a été créé. Et moi, quand j'ai entendu ça, je les ai appelés pour leur dire il faut que vous veniez dans notre village à Nemandé, où je me suis implanté pour pouvoir aider cette population, surtout les femmes qui sont là-bas. Et on a fait quelque chose qui est extraordinaire et surprenant. C'est que dans ce village, on s'est rendu compte qu'il y avait 300 enfants qui n'avaient pas d'extrait de naissance. On est en 2020, il y a encore des villages au Sénégal, les enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Ça veut pas dire qu'au Sénégal, on fait 16 millions d'habitants. Moi, j'étais choquée. Tu vas avoir des adultes à l'âge de 50 ans ou 70 ans qui ont eu leur premier extrait de naissance. C'est catastrophique. Alors qu'on est en 2020. Et on a pu en faire, on est allé à Foudou pour qu'ils aient des jugements, pour que les enfants aient des extraits de naissance. Ça a été long, mais finalement on a réussi. On a appris à ces femmes aussi à faire de la transformation. Ça veut dire à partir des produits du terroir, dans le Sine, ça veut dire dans la région de Fatick. Mais on est surtout après Toubacouta. Les produits, les fruits qui sont là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a appelé une Hollandaise qui est venue, qui nous a appris comment on transforme la pomme de cajou, comment on fait de l'eau de javel, comment on fait du savon. Par eux-mêmes, au lieu d'aller dans les boutiques et acheter. Mais aussi, on leur a dit, on vous apprend cette technique, c'est pour que vous puissiez continuer à le faire. Parce que nous, dans l'agriculture de Néma, on a amené ces gens pour qu'ils vous apprennent. Mais n'attendez pas tout le temps en retour qu'on va tout le temps le faire. Venez vous aider. Parce que quand on travaille avec eux, il faut que les choses soient claires. Nous, on vous aide. On vous apprend à pêcher, comment attraper le poisson. Après, il faut aller par vous-même pour aller attraper le poisson. N'attendez pas qu'on veut vous faire ça chaque année. Parce qu'on ne vous aide pas. Mais quand on a commencé, des choses ont été claires, on les a appris. Mais malheureusement, au Sénégal, quand tu as l'habitude de tendre la main, c'est ça le problème. Une fois que le partenaire part, eh bien les personnes qui vous ont appris comment pêcher, ils partent, après vous abandonner. Et vous commencez à dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Alors que la matière première est disponible. Comment il faut faire les produits, on vous a montré. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après. Les projets peuvent aller. Je ne sais pas. Franchement, parfois, moi, des fois, je suis dans le village, je leur ai dit, on vous a tout montré. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors que, autour de vous, vous avez la matière première. On vous a montré la technique, maintenant, il ne reste que la volonté. Et le plus souvent, je trouve que c'est un manque de volonté. Alors, Siga, tout à l'heure, je vous ai vu acquiescer de la tête lorsque Madame Aminata Dominique parlait des actions qu'elle a menées, surtout lors des transferts de compétences. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, effectivement, j'ai tout de suite compris tout ce qu'elle me disait parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat social depuis 2015 et je sais que c'est très difficile, surtout au Sénégal, d'apprendre à un groupement ou à des personnes comment générer des revenus. Tu y vas avec de la volonté, avec des ambitions. Mais ce qui leur reste à comprendre, c'est que pour qu'on puisse parler de réussite de projet, il faut que le projet soit pérenne. Il faut que le projet puisse, qu'on sente que les porteurs de projet sont autonomes. Personne ne veut faire un projet pour revenir derrière et tout le temps faire le suivi pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Ce qu'une personne peut faire, c'est amener l'idée de projet ou en tout cas leur montrer comment faire. Parce que en général,
les projets qui marchent d'ailleurs, pourquoi j'acquiesçais depuis tout à l'heure, c'est que c'est des projets normalement où la matière première est déjà disponible sur place, qu'il faut juste apprendre comment transformer, comment exploiter cette matière première pour en faire une activité génératrice de revenus. Malheureusement, au Sénégal, c'est le problème qu'on a en fait, c'est ce problème d'appropriation. C'est cette problématique de, comment je peux le dire, gestion participative. C'est ça. Quand on amène un projet, on doit pouvoir sentir cette gestion participative, ce qui fait que la population elle-même ou la communauté pour laquelle on a mis en place ce projet s'approprie le projet. Parce que dès l'instant où les partenaires partent, où les gens qui ont amené le projet ne sont plus là, et que vous laissez le projet, ce qui veut dire que vous n'étiez pas approprié le projet. Alors que ça ne devrait pas être difficile, d'autant plus que la matière première est disponible et qu'il faut juste respecter les normes d'hygiène peut-être et de sécurité et pouvoir vendre le produit un peu partout et se créer un marché. Parce que je suis sûre qu'au-delà du fait de leur apprendre à transformer, vous leur avez donné aussi des techniques de gestion qui leur permettent de gérer. Mais le problème, c'est le suivi en fait. Et aussi ça, c'est quelque chose qui décourage un peu et qui freine un peu les jeunes qui ont envie d'aider des communautés, mais que ces communautés ne sont pas totalement réceptives au projet. Donc voilà deux problèmes qui viennent s'ajouter à côté du manque d'accompagnement, donc le manque de suivi et aussi la méconnaissance dans l'exploitation des ressources qui existent déjà. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat social, c'est beaucoup de projets, parfois communautaires, mais quand même il y a quelques obstacles. Alors vous, Madame Yadjour, est-ce que vous avez eu le même problème dans vos activités? Ben oui, parce que au début, quand tu demandes à un ami, par exemple, d'adhérer le Joy Events, ils vont te demander s'il y a de l'argent, alors que ce n'est pas ça. Nous, ce qui nous anime, c'est la société. Nous voulons aider les enfants, les aider à s'aider. C'est-à-dire, les aider, ce n'est pas de les donner de l'argent ou bien quelque chose à manger, non. Mais de les montrer le chemin et de les accompagner, de les encourager à apprendre, parce que pour moi, c'est ça qui peut vraiment les aider. Quand on n'apprend pas, on ne peut rien faire. Vous voyez, donc c'est ça qu'ils vont te demander s'il y a de l'argent. Si tu dis non, ils vont te laisser comme ça. Oui, allez-y. C'est ce qui est dommage. Parce qu'au Sénégal, les gens font un travail par rapport à l'argent, mais pas par rapport à ce qu'ils aiment. Exactement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Quand tu te lances dans quelque chose, il faut l'aimer d'abord. Moi, je prends l'exemple, je suis rentrée dans l'agriculture parce que je l'aime. Ça veut dire que même si demain je chute, demain je vais me relever parce que j'aime ce travail. Mais quelqu'un qui fait un travail pour de l'argent, à la première difficulté qu'il n'aura pas, il va abandonner ce métier. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui nous différencie malheureusement des Occidentaux. Les Occidentaux font un travail qu'ils aiment. Mais je vous donne un exemple. Au Canada, il y avait un jeune, lui c'était un jardinier. Et à côté, on avait un compatriote africain qui s'occupait de lui, parce que c'était un jardinier. Mais lui, il lui a dit, au moins moi, chaque matin, je me donne corps et âme et je suis heureux avec ce que je fais. Mais toi, tu as un costume à cravate, tu vas au bureau, mais tu passes ton temps à te plaindre, malgré que tu donnes beaucoup d'argent. Mais moi, là où je suis en train de retourner la terre, de faire des plantes, mais je suis heureux. Et je sais que d'ici 10 ans, que ce que je suis en train de faire va me rapporter. Mais toi, je suis sûre que d'ici 5 ans, tu vas abandonner ton travail. C'est qu'il a cherché de l'argent, mais il n'était pas passionné. C'est ce qui fait la différence. Donc je pense que l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est de vivre de sa passion, surtout d'essayer de mieux percer dans ce domaine qui nous plaît, ce domaine dans lequel on est motivé, on est bien. Et ce riche parcours, j'espère que ça vous a un peu motivé, hein, vous qui êtes récemment entré dans l'entrepreneuriat social. Est-ce que vous avez peut-être des appréciations à faire dans le parcours de Madame Aminata? Bah oui, d'Aminata et de Madame C. Parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des femmes comme moi qui sont dans l'entrepreneuriat et voilà.
D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à l'honneur, donc le plateau sera spécialement dédié à vous. Et si on parle d'entrepreneuriat féminin, on ne peut pas ne pas parler de leadership. Donc, le leadership actuellement qui est un sujet d'actualité. On remarque que les femmes actuellement prennent les devants. Oui, ça je dirais c'est une bonne chose. Mais vous, Siga, aujourd'hui, comment jaugez-vous l'avancée du leadership, surtout ici en Afrique? Bon, je dirais que les choses bougent quand même, dans la mesure où aujourd'hui on voit que les femmes sont vraiment en avant sur plein de choses, dans la sphère politique, dans l'entrepreneuriat, dans énormément de choses. Les femmes prennent les devants et je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas être entrepreneur sans pour autant être un leader. Ça va de pair d'après moi. Donc on voit qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est maîtrisé beaucoup plus, je suis désolée pour les hommes, mais c'est vrai, l'entrepreneuriat est beaucoup plus maîtrisé par les femmes. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais je sais que une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, il va avec beaucoup plus de hargne. Et je pense que c'est aussi un moyen pour nous de faire valoir ce qui nous revient de droit. Après, je pense que le leadership féminin, les femmes font les efforts nécessaires pour le démontrer ici en Afrique, à travers l'entrepreneuriat, à travers énormément de choses. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on reconnaît le leadership féminin à sa juste valeur en Afrique? C'est la question que j'aimerais me poser. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même dans les salles de classe, que ce soit au primaire, au collège, c'est une réalité, les statistiques le montrent, et que les femmes sont les premières au niveau des études. Dans les salles de classe, dans les majors de leur promotion. Maintenant, tout ceci est bien, mais ce qui serait mieux, c'est qu'aujourd'hui, que l'entrepreneuriat et le leadership féminin soient reconnus au plan mondial. Qu'on sache aujourd'hui que les femmes ont ce leadership de pouvoir diriger énormément de choses, mais au-delà, de pouvoir influencer. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que moi, je me dis souvent qu'on ne s'autoproclame pas leader. Siga ne va pas se lever un beau jour et imposer aux gens le fait qu'elle soit leader. Non, c'est ses pairs qui la nomment comme leader et qui voient le travail qu'elle fait et qui voient qu'elle influence son entourage, sa communauté, et on pourra dire que cette personne est un leader. Donc c'est important aujourd'hui que même si les femmes sont conscientes aujourd'hui qu'elles sont des leaders dans leur domaine, qu'on puisse le reconnaître. Moi, c'est ça ma plus grande crainte, en fait. Aujourd'hui, c'est bel et bien beau de voir que les femmes évoluent dans plusieurs secteurs d'activité, sont à la tête de plusieurs choses grâce à leur leadership. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux que les autres puissent dire que vraiment les femmes sont au cœur de plein de choses ici en Afrique, surtout dans le cadre économique, politique et dans l'entrepreneuriat, dans tout. Parce qu'effectivement, les femmes interviennent dans tous les domaines. Siganya est en tout cas une très grande féministe qui sait défendre la cause des femmes, on l'a bien remarqué. Mais vous savez, aujourd'hui, on dit généralement, c'est vrai que les femmes, de votre point de vue, maîtrisent mieux l'entrepreneuriat, mais généralement, on dit femme égale problème. Donc, d'un point de vue culturel ou religieux, ne pensez-vous pas que le fait que ces femmes deviennent de plus en plus leaders peuvent quelque part freiner le développement d'un pays? Moi, je ne le prends pas comme un problème. Vous savez, en Afrique, malheureusement, quand on fait bien son travail et qu'on est rigoureux, tout le monde sait qu'on dit qu'elle est problématique. Elle a des problèmes, cette personne. Parce qu'elle est rigoureuse, parce qu'elle ne fait pas les choses comme tout le monde, parce qu'elle a envie. Parce que nous, les femmes, il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on travaille sur quelque chose, non seulement on a envie d'avoir des résultats, mais le plus important aussi, c'est d'avoir cette envie de montrer qu'on est femme, mais qu'on a pu réussir quelque chose qu'un homme pouvait réussir au plus. Donc aujourd'hui, moi, je ne pense pas que femme égale problème. Femme égale rigoureux, elle est rigoureuse. Voilà, les femmes sont rigoureuses. Il faut le dire, les femmes sont rigoureuses, elles prennent plus au sérieux le travail, elles sont méticuleuses, elles regardent tout en fait. Et c'est ça que les gens appellent difficile. Parce qu'on le dit,
Une femme, quand elle dirige quelque chose, elle est compliquée, elle regarde tout, mais c'est ça qui fait avancer un business, c'est ça qui fait avancer un pays. Si on ne s'impose pas cette rigueur-là, je pense qu'on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il est même temps qu'on donne le pays à une femme pour voir. Parce que, apparemment, depuis lors, ça ne marche pas. Pourquoi pas une femme pourra faire bouger les choses? Alors, apparemment, il faut donner oui, le pouvoir. Bien sûr. Madame Aminata Dominique, partager le Je vais partager un point. La religion n'a jamais été contre qu'une femme puisse être leader. Si nous retournons peut-être au XIVe siècle avec le prophète, qui protégeait le prophète à ton avis? C'était pas Khadija? Bien sûr. C'est Khadija qui protégeait le prophète. C'était Khadija, elle était entreprenante. Elle était femme d'affaires. Elle gérait son foyer. Elle avait des enfants. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans les pays qu'on se dit soi-disant musulmans, ça doit déranger. Soit on n'a pas compris ce que le prophète a enseigné, soit au Sénégal, les hommes jouent à l'autruche. Parce que soit parfois il y a l'ego masculin qui n'accepte pas du fait de nos coutumes et de nos traditions. Mais moi, aujourd'hui, quand j'entends un homme me dire, moi, je lui ris au nez. Parce que je lui dis, en tant que musulman, ou bien en tant que chrétien, de telles paroles ne doivent pas sortir de ta bouche si tu as bien compris ce que ta religion t'a appris, ce que les prophètes ont enseigné. Parce que Khadija, c'était la première femme entreprenante. Elle était femme d'affaires comparée à son mari. D'accord. Voilà. Alors, Madame Yaïdjor, vous aussi, je vous ai vu tout à l'heure bouillonner. Donc, vous êtes aussi féministe qu'elle. J'ai été victime de cela, pour dire la vérité, parce que quand on est femme et qu'on dirige des hommes, ils vont se dire que voilà, c'est pas à une femme de dire quoi faire et comment le faire. Ils vont abandonner, en quelque sorte. Donc, j'ai appris de ça beaucoup de choses et c'est ça qui m'anime jusqu'à maintenant de persévérer et voilà, de continuer à travailler. Alors, en tout cas, peut-être on va suivre la proposition de Siga, donner le pays à une femme pour voir si ça va marcher. Donc, oui, Madame Aminata. C'est possible. Parce que même islamiquement, ce n'est pas interdit. Parce que si vous allez à Singapour, celle qui dirige Singapour, c'est une femme. Et depuis qu'elle est à la tête du pouvoir, le pays marche bien. Si vous voulez avoir des renseignements, il faut aller voir la présidente de Singapour, le pays, pour voir comment le pays fonctionne. J'espère que le message a été perçu par les chers téléspectateurs qui nous regardent à travers EMTV. Donc la femme, ce joyau précieux qu'on doit protéger coûte que coûte. Et actuellement, malheureusement, surtout si on contextualise la situation, on assiste à des cas de viol, surtout à Dakar, mais plus récemment il y en avait. Donc est-ce que vous vous sentez pas, est-ce que vous ressentez pas, une peur actuellement? Effectivement, moi je le disais ce matin à mes collègues, je leur disais que en ce moment les femmes c'est comme si on marchait dans la rue mais on peut se faire tuer, excusez-moi, ou se faire violenter à tout moment en fait. C'est quand même dommage au XXIe siècle et dans un pays où la majorité sont des musulmans de voir certaines choses se passer. Je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui freinent déjà l'économie, mais aussi qui freinent la démocratie et énormément de choses dans un pays. Aujourd'hui, on voit des cas de viol, c'est comme si c'était normal. Limite, c'était comme si c'était normal qu'on viole une personne. Et après, derrière, moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'on trouve toujours un justificatif aux violeurs. C'est ça que moi, j'arrive toujours pas à comprendre. On viole les femmes, on tue les femmes. À la veille ou au lendemain, je ne sais plus, de la journée internationale de la femme, une femme a été tuée. Et c'est vraiment, ça fait mal en tant que femme parce qu'on se dit qu'on n'est pas protégé. On est dans un pays où, pour un oui ou pour un non, on peut se faire tuer, on peut se faire violer, on peut se faire... En fait, toute forme de violence, que ce soit physique, que ce soit morale, les femmes ne sont plus stables en fait.
Et pourtant, nous sommes dans un pays où je pense que les femmes jouent un rôle capital dans ce pays-là. Et c'est même pas quelque chose qu'on devrait réclamer. C'est quelque chose qui est normal. On est des êtres humains, on est vraiment des personnes comme les hommes en fait. Rares sont les hommes qu'on entend en fait. On a tué un homme ici ou on a violé un homme ici. On n'entend jamais. Mais c'est les femmes qui sont tout le temps. C'est désolant. Parce qu'aujourd'hui, pour un pays qui se dit musulman, c'est paradoxal en fait. Et parfois, je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, vous, Madame Aminata Dominique, face à cette situation aujourd'hui, en quoi pensez-vous que le leadership féminin peut être une solution pour éradiquer ça? La première question que je me pose, c'est est-ce que la femme n'est pas fautive? Parce que tu vous voyez des mères de famille, ils savent ce qui se passe dans la maison, mais ils se taisent. Moi, la première femme que je vais condamner, c'est la mère de famille qui sait ce qui se passe dans la maison et elle se tait. Ou bien les gens ils disent non, vouloir suturer. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à la femme? C'est à la femme de prendre ses responsabilités. Il n'y a pas... La femme dans les années 70, Marianne là-bas, elles se sont battues. Mais pourquoi les femmes maintenant au XXIe siècle, ils ont beaucoup plus de liberté que Marianne là-bas, eux ils ne le font pas. C'est pourquoi je dis que la faute revient à la femme. C'est pas à l'homme. C'est à la femme de se battre pour dire moi ce que je veux des droits. Et elle le fait. À l'époque du prophète, c'était la même chose. Aïcha, Khadija, la femme des prophètes, tout ça, ils se sont battus eux-mêmes. Ils n'ont pas entendu les hommes. Moi, je me dis peut-être c'est le fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a le fait que les femmes n'apprennent plus leur religion. Ça, si une femme apprend sa religion et il sait qui est la femme en islam, pourquoi Dieu t'a créé, quelle est l'importance que tu as vis-à-vis de Dieu, la place qu'il te donne, l'histoire de la femme, comment la femme était maltraitée dans le passé et aujourd'hui Dieu te lève, même tu es élevé comme l'homme. Mais tu vas te battre pour tes droits. Dans beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui, les femmes se sont battues pour eux, ils n'ont pas attendu les hommes. Maintenant au Sénégal, si la femme ne se bat pas, elle se repose surtout sur la tradition, ou bien sur des choses. On te demande de faire des choses, tu ne sais pas le pourquoi, mais dans ça, tu le fais aveuglément. Maintenant, c'est la faute. Moi, je ne rejette pas la faute sur les hommes. Je rejette la faute sur les femmes. C'est à eux de se reprendre et de réfléchir. Avant le XXIe siècle. Maintenant, nous vivons dans une société où, maintenant, c'est chacun pour soi. L'autre, je me fous complètement, ce qui lui arrive. Du moment où ça arrive à l'autre, ça ne touche pas, c'est bon. Maintenant, je rejette la faute sur les femmes. C'est les femmes qui doivent maintenant se poser la question. Pourquoi cette situation? Parce que moi, quand je vais voir un homme qui est par exemple sur le point de me violer, ou bien faire quelque chose, mais je vais aller porter plainte. C'est la même chose. Si tu vois ton mari te bat, tu viens, tu me poses la question si je dois rester dans le mariage ou pas. Tu viens, tu me poses une question comme ça en tant que femme, si je dois rester, mais je te dis reste. Il revient, il te bat, tu me reviens, tu me réponds la question, je te dis reste. La troisième fois, je dis tu as terminé la mort. Et ce qui va se passer. Parce que je ne peux pas, moi, ce que je ne trouve pas normal. Dans le XXIe siècle, une femme, son mari le bat. Elle pose la question, est-ce que je dois rester dans le mariage? Moi, c'est une chose que je ne peux pas comprendre au XXIe siècle. Alors que les prophètes n'ont jamais osé même taper leur épouse avec une fleur. Et toi, Dieu t'a appris ici, tu te poses la question, est-ce qu'on doit continuer à me dévaloriser? Il dit, continue à te dévaloriser. Mais non, moi c'est les femmes. Hein. Je rejette totalement la faute sur les femmes. Parce que tout le gaspillage qu'il y a aujourd'hui, il faut qu'on le dise, que ce soit les mariages, que ce soit les baptêmes. Quand le mois de Ramadan arrive, tout le gaspillage, ce n'est pas les pères de famille. C'est qui? La tradition, ce n'est pas les femmes.
Mais aussi, il y a la pression sociale aussi. Oui, qui a amené la pression sociale? C'est pas les hommes, hein? Il y a aussi les parents. Les parents qui? C'est la maman, c'est pas le papa. C'est nous les femmes. Madame Yaïdjoa, est-ce que vous partagez le même avis que Madame Siga et Madame Aminata? Oui, je partage les idées parce que c'est un problème d'éducation dans les maisons dont nous le savons tous, on est des femmes. Donc on voit, comment dirais-je, la différence qui existe par rapport à l'éducation même. La maman, comment elle traite le garçon et la fille dans les maisons. C'est différent. C'est différent. En tout cas, il y a beaucoup d'incompréhension, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions qui mériteraient d'avoir des réponses, mais jusque-là, moi je dirais qu'il reste des sujets tabous. Donc l'honneur de la femme continue parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, une journée ne suffit pas pour les valoriser, leur attribuer leurs droits. Mais malheureusement pour nous, ça va s'arrêter ici. Alors Madame Aminata, est-ce que vous avez un dernier mot avant de clôturer l'émission? Un dernier mot encore aux jeunes, aux Sénégalais. Tournez-vous vers l'agriculture. En 2050, on sera 9 milliards d'habitants. La Chine fera 3 milliards, l'Asie fera 3 milliards, l'Inde 3 milliards et l'Afrique 3 milliards. La population occidentale diminue. Et en ce moment, vous avez vu, ils ont beaucoup de problèmes. Les agriculteurs, les terres en Occident, ils ont tout cultivé. Il n'y a plus rien. Ils ont déjà tout construit. Le seul continent où on n'a pas encore construit, c'est l'Afrique. Mais malheureusement, les Africains dorment jusqu'à présent. On n'est pas encore réveillés. Il n'y a pas longtemps, je vais vous donner un exemple. Il y avait un Français qui est venu, il était en France. Vous savez, le thème, c'était quoi là-bas dans leur école? Comment entreprendre en Afrique? À des jeunes qui sont à l'université. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent là-bas, que ici on n'est même pas au courant. Parce qu'un jour viendra où on sera locataire dans notre propre pays. Il y a beaucoup d'Européens qui s'installent. Si vous quittez hors de Dakar, vous allez à l'intérieur. Les Européens ont commencé à s'installer. Il y en a qui prennent 1000 hectares. 5, il y en a qui prennent des fois, mais vous avez vu les Indiens. Les Indiens ont pris combien d'hectares pour faire des pommes de terre? Parce qu'en Inde, ils ont tout cultivé. Et là, ils sont venus au Sénégal. Ils ont plus de 900 hectares. Et ils cultivent pour le marché indien, mais pas pour le marché sénégalais. Il y a les Français qui sont installés. Il y a des Sud-Africains qui sont là, qui sont auprès de lac de Guerre. Ils ont construit un ranch. Mais personne, aucun Sénégalais n'est au courant. Et pourtant, vous voyez tout le temps, quand vous allez à Auchan, si vous faites attention, c'est Sénagri. Ils ont commencé à faire des tablettes. Ils ont carrément fait un ranch au Sénégal comme aux États-Unis. Et ça, les Sénégalais dorment et ne voient pas. Parce qu'ils pensent que tout s'arrête à Dakar. Moi, c'est un conseil que je donne. Si vous ne tournez pas vers l'agriculture, d'ici 10 ans, vous serez locataire. Moi, je vous le dis d'ores et déjà. En tout cas, un très bon message qui a été adressé aux jeunes. Tournez-vous dans le secteur primaire, surtout dans l'agriculture, parce qu'on dort, donc réveillons-nous un peu. Ça mériterait d'être médité. Quant à vous, Sigal, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Voilà, moi, c'est aussi un message adressé aux jeunes et aux femmes aussi, toujours à l'honneur en ce mois de mars. J'aimerais bien sûr leur dire de persévérer. J'aimerais aussi leur dire d'emprunter le chemin de l'entrepreneuriat parce qu'en réalité, c'est une alternative, c'est une solution. On ne peut pas tous être bureaucrates, comme l'a si bien dit madame, on ne peut pas tous être dans un bureau. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer vraiment d'aller dans des secteurs comme l'agriculture, dans des secteurs comme l'artisanat, dans des secteurs comme la pêche. C'est très important en fait pour aujourd'hui qu'on puisse développer le Sénégal. Utilisons nos ressources naturelles disponibles dans ce pays pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Je pense que le potentiel il est là. Nous sommes dotés de la même intelligence que les Occidentaux.
Donc, ce qu'ils peuvent faire pour leur pays, nous, on peut faire plus. Il faut juste qu'on soit persévérant, il faut juste qu'on soit déterminé. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons aller très loin. En tout cas, très bon message aussi qui vient de Figayaï, adressé à ses confrères et ses consoeurs jeunes comme elle. Et finalement, on va finir avec Madame Yaïdjo. Vous, votre dernier mot, ça sera quoi? Je vais revenir à une phrase que le professeur nous disait. Quand j'étais en première année, you have to cultivate your land and after God will help you. C'est important. Et sortons de notre zone de confort. Nous le savons, c'est bien beau de dormir et de se lever et d'avoir tout ce que l'on veut, mais aussi, il ne faut pas oublier la population, surtout les enfants, ceux qui sont dans les rues, dans les daras, comme dans les pouponnières. Donc, je pense que la situation actuelle de ce pays, il n'y a que nous, jeunes, qui pouvons le changer, et personne d'autre. Personne ne va quitter son pays pour venir ici régler les tares de notre société, non, c'est impossible. C'est à nous de nous hâter et de savoir que l'avenir, c'est déjà nous, et nous devons le construire dès maintenant. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour ces conseils qui vont être très, très bénéfiques pour les autres et pour moi-même. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir fidèlement suivis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, continuez à chanter les louanges de la femme et à leur attribuer leurs droits. On se donne rendez-vous bientôt pour un autre épisode de votre émission, l'auditoire sur EMTV.